Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le mois sacré de Ramadan a débuté cette semaine, un mois dédié à se purifier le corps et l'esprit. Il se déroule dans un contexte mondial particulier où les lignes géopolitiques sont en constant mouvement. Les lignes perturbées par la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient et une inflation mondiale qui semble persister avec des conséquences pour le commerce international, les chaînes d'approvisionnement et les cours du pétrole. Le défi est de stabiliser les prix des produits alimentaires et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Où en est le Maroc en termes d'approvisionnement alimentaire et de prix pratiqués sur les marchés en ce début de mois de Ramadan? Quel est l'état des lieux? Quel rôle jouent les pouvoirs publics dans la régulation des prix? Les mesures mises en place par le gouvernement comme l'aide sociale et les aides destinées aux professionnels du transport et à la caisse des compensations et à la chaîne de production sont-elles efficaces? Permettent-elles une stabilisation des prix du marché? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Mohamed Jedri. Bonsoir, vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également, Monsieur Wadi Mehdi. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par un tour de table, Monsieur Jedri. Donc, je m'adresse à vous. En ce qui concerne ces prix, justement, des denrées alimentaires, est-ce qu'on parle d'une hausse, d'une baisse? Quel est l'état des lieux aujourd'hui au Maroc en ce début de mois de Ramadan, il faut préciser? Avant de répondre à cette question, il faut rappeler un certain élément essentiel. Il ne faut pas oublier que le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, il vit toujours avec une vague inflationniste qui a commencé en avril 2021 et qui ne va pas se terminer avant 2025-2026. Donc ça, c'est un élément essentiel. Aussi, il ne faut pas oublier aussi un autre élément qui est aussi essentiel, c'est la question de l'offre sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, si on parle qu'il y a une offre assez adéquate par rapport aux fruits et légumes, il y a une rareté par rapport aux poissons, vu qu'il y a du mauvais temps au niveau pour s'approvisionner des poissons. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'un taux d'inflation qui est à la hauteur de 2,5%, mais qui est en baisse par rapport à l'année dernière. Mais pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois sacré pour les Marocains de manière générale, il y a deux éléments essentiels qu'on devrait prendre en considération. Premièrement, il y a une demande assez forte, parce que les Marocains, de manière générale, ils consomment pendant le mois de Ramadan avec une fréquence exceptionnelle par rapport aux autres mois, donc, parce que c'est tout à fait normal, les familles mangent ensemble, donc il y a un seul repas, deux repas pendant la journée, donc il y a une demande assez forte sur le marché. Mais deuxième élément qu'on a parlé et qu'on va reparler encore une fois, c'est la question des intermédiaires, des monopoleurs qui sont sur le marché, parce que voilà, lorsqu'on parle par exemple des fruits et des légumes, ça n'a aucun sens que les tomates, les pommes de terre avant le Ramadan, avec une semaine ou 2 semaines avant, il était à 3 dirhams, 4 dirhams, 5 dirhams. Et aujourd'hui, on les voit à 9 dirhams et 10 dirhams. Mais la même chose pour certaines matières voilà, de fruits et de légumes. Mais ça, moi, je pense que c'est aussi la relation entre l'offre et la demande, mais avec un élément essentiel, c'est cette régulation qui n'existe pas dans le marché parce qu'il y a pas mal d'intermédiaires et pas mal de monopoleurs sur le marché. D'accord, donc une inflation aujourd'hui en baisse, en tout cas en ce début de mois de Ramadan, mais des prix qui, selon vous, sont en tout cas plus dans l'augmentation plutôt que la baisse aujourd'hui ou dans la stabilité, si j'ai bien résumé ce que vous dites. Oui, mais en comparaison avec l'année dernière. Voilà, c'est vrai qu'on parle d'une baisse, on parle d'une baisse d'inflation, mais en comparaison avec l'année dernière. Pourquoi? Parce Sachant que l'année dernière ça a était été une année exceptionnelle. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et monsieur Wadi Mehdi, est-ce que vous partagez oui, l'avis de monsieur Jedri? Je partage avec Sidi Mohamed tout ce qu'il vient de dire, sauf un tout petit point, je vais y revenir. Il faut savoir que les augmentations de prix pendant le mois de Ramadan, surtout pendant la première semaine du mois de Ramadan et la dernière semaine du mois de Sha'ban, c'est-à-dire avant le début du Ramadan et la première semaine du mois de Ramadan, ça on le sait très très bien, c'est devenu maintenant
quelque chose d'habituel, à savoir que les prix de consommation de certains produits qui sont destinés donc plus spécifiquement à la consommation du mois de Ramadan connaissent des augmentations. Bien entendu, donc avant le mois de Ramadan, certains produits, certains fruits et légumes, surtout les légumes, ont connu une baisse assez importante par rapport à la période passée. Donc ça, c'était à partir du mois de janvier. Donc si on prend la référence de la tomate, bon, elle a connu une baisse assez importante. Si on va revenir un tout petit peu avant le mois de janvier, donc on va constater que les prix ont été augmentés. Bon, la raison, c'est effectivement l'exportation qui a été arrêtée ou stoppée à partir de janvier 2024 dans les pays de l'Afrique, ce qui a effectivement fait baisser ces prix. Bon, on s'est dit que, alhamdoulilah, peut-être bien que ce mois de Ramadan ne sera pas comme tous les mois précédents. Et je fais référence juste pour le mois de Ramadan de l'année passée. La tomate, elle a dépassé les 15 dirhams. Les pommes de terre, ils ont aussi dépassé les 15-20 dirhams. Les prix par rapport à l'année dernière, en tout cas pendant le mois de Ramadan, sont en baisse en tout cas. Alors, si on va devoir comparer avec l'année passée, oui, il y a une certaine baisse. Pour le mois de Ramadan. Effectivement, par rapport au mois de Ramadan, mais par rapport à la norme, il y a une augmentation. Il y a l'augmentation parce que, tout simplement, les habitudes du consommateur, maintenant, les professionnels ou les fournisseurs les connaissent et ils travaillent en conséquence. C'est tout à fait normal dans la logique économique que quand on a une demande qui est assez forte et que l'offre ne suit pas, le prix a tendance d'augmenter. Mais ça peut aussi être fait artificiellement. Ce que nous constatons actuellement, que la tomate a passé de 3-4 dirhams à effectivement 9 dirhams le kilo, ça, ce n'est pas un effet de demande, c'est un effet d'exploitation de certains besoins de consommateurs pendant une certaine période, sachant très bien que le consommateur a besoin de consommer ces produits-là. Je dirais que c'est une erreur constatée par les habitudes des consommateurs et ceci va être diminué après la première semaine du mois de Ramadan. Donc les prix vont revenir un tout petit peu à la baisse et ça, c'est ce que nous avons constaté depuis les années passées du mois de Ramadan. Et quels produits, M. Jedri, sont particulièrement concernés? Parce que vous parlez du prix de la tomate et selon ce que l'on sait en termes d'approvisionnement, en tout cas, en ce qui concerne les fruits et légumes, en principe, les prix sont aujourd'hui, ils ont une tendance à la baisse ou ils sont plus ou moins stables. Mais donc, je ne sais pas, quels produits sont actuellement concernés par cette hausse aujourd'hui? Est-ce que c'est tous les produits ou certaines catégories de produits alimentaires? Ce n'est pas tous les produits. Lorsqu'on parle pour ce que consomment les Marocains de manière générale, on parle de certains produits en matière, surtout les tomates. Il y a une augmentation assez conséquente pendant le mois de Ramadan. Il y a aussi ce qui concerne le poisson, parce que le poisson aujourd'hui, il est le minimum, par exemple, on parle des crevettes, il est à 130 dirhams, 140 dirhams, et on sait parce que les Marocains, ils consomment les crevettes et les poissons de manière générale pendant le mois de Ramadan. Mais il y a aussi un élément aussi essentiel, ce qui concerne la viande rouge et aussi les œufs, parce qu'à aucun moment dans l'histoire du Maroc, on a acheté des œufs à 1,50 dirham, à 1,70 dirham. Donc, il y a pas mal de problèmes. Mais ça, on le sait très bien. On sait très bien pourquoi, parce que nous avons des problèmes liés à la question de la sécheresse qui est passée. On ne va pas revenir à la normale avant 2025-2026 parce que voilà, la production animale qu'on a, on a pas mal de problèmes d'entrants. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une suffisance en matière de fruits, de légumes, de produits, de volaille, de la viande rouge et aussi des œufs. Mais c'est une autosuffisance qui est un petit peu, on peut dire, qui est masquée. Parce qu'une fois il y a des problèmes
problème au niveau des entrants, surtout lorsqu'on parle du forage, on parle aussi par rapport aux aliments de manière générale, et il y a des conséquences par la suite. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les hommes ils sont à 1,50 dirham ou bien 1,70 dirham? Parce que le coût de revient, il est à 1,20 dirham, 1,30 dirham. Donc il y a pas mal de problèmes. Donc moi je pense que pour régler ce problème-là, il y a plusieurs points d'entrée. Le premier élément, il faut qu'on règle cette problématique de l'eau, parce qu'il faut pas qu'on attende toujours la générosité du ciel, il faut qu'on règle ce problème, mais ça ne va pas régler avant la fin de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2030. D'ici 2030. Le deuxième élément, c'est par rapport aux questions des entrants. Aujourd'hui, les entrants agricoles, il faut qu'on les règle ici au Maroc, parce qu'une fois qu'il y a une hausse de prix au niveau international, ça répercute sur le marché local. Et aussi la question des hydrocarbures aussi, parce que voilà, lorsqu'on produit, on produit avec du gasoil, avec du butane qui est assez cher par rapport aux consommateurs marocains. Donc, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, on va toujours avoir des problèmes. Et le grand problème qu'on a, c'est la question de la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de distribution. Parce qu'aujourd'hui, entre le paysan, le simple paysan dans sa petite ferme et le consommateur final, il y a plusieurs intermédiaires. Il y a au moins 4-5 intermédiaires. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle des tomates, par exemple, les tomates elles sont vendues au niveau de la petite ferme à 1,50 dirham, mais parce qu'il y a plusieurs intermédiaires, vers la fin, ils tombent à 9 dirhams, à 10 dirhams. Donc, si on n'arrive pas à régler ça, on va toujours avoir une inflation, comme l'a dit Simadi, c'est une inflation artificielle par rapport aux fruits et légumes. Et ça, ce n'est pas les propos d'un économiste ou bien de quelqu'un qui suit un petit peu l'actualité, mais ce sont les propos du Conseil économique, social et environnemental. Elle a parlé que notre chaîne d'approvisionnement et de distribution, il y a pas mal de failles, il faut qu'on les règle. Et aussi, il y a aussi le Conseil de concurrence qui a parlé pas mal de reprises. Et aussi, un dernier élément, toujours, on voit, à la veille du mois de Ramadan, qu'il y a des commissions de contrôle sur le terrain, mais qui sont bien en termes de qualité. Mais en termes de quantité, ils sont inférieurs à la normale. Mais justement, pour rester dans l'approvisionnement en tout cas, et pour ce mois de Ramadan spécifiquement, la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, justement, elle parle d'un approvisionnement qui est abondant et diversifié. Et donc, Normalement, qui devrait mener vers une baisse, en tout cas, des prix, puisqu'il y a une abondance et une offre qui est suffisante, en tout cas, quand on parle du rapport dont vous parliez tout à l'heure entre l'offre et la demande. L'offre, selon, en tout cas, les propos de la commission interministérielle, est suffisante. Normalement, si on avait... Quand on parle d'abondance, c'est plus que ce dont on a besoin. Le problème qui se pose au Maroc, c'est que notre offre elle est suffisante pour le marché local, mais on n'a pas une relation légale entre l'offre et la demande. Pourquoi ? Parce que ça n'a aucun sens que pour un commerçant, lorsqu'il va rentrer dans un marché de gros, il va payer des taxes. Lorsqu'il va approvisionner sur le marché de Yezgan à Casablanca, il va passer par plusieurs intermédiaires. Donc, en fin de compte, le prix, il est multiplié par 2, mais parfois même par 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de pratiques de rente sur les marchés de gros. Parce que tu ne peux pas entrer dans un marché de gros et exposer tes produits dans un carré parce qu'il y a quelqu'un qui a une rente sur place. Et ce rentier-là, il bénéficie d'une certaine somme pour chaque kilo de produit. Donc la règle n'est pas légale entre l'offre et la demande. Et on a vu ça au moment, à partir du mois de janvier, comme l'a dit Simadi, lorsqu'on a arrêté d'exporter les fruits et légumes vers l'Afrique et surtout vers la Mauritanie, parce que les produits qu'on exporte vers l'Afrique subsaharienne, ils concurrencent le marché local. Au contraire des produits qu'on exporte vers l'Europe qui ne concurrencent pas le marché local parce qu'il y a certaines normes, certaines configurations. Donc, une fois qu'on a arrêté d'exporter vers l'Afrique subsaharienne, c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas assez conséquent. On parle de la Mauritanie, c'est une population de même pas 4 millions, 5 millions d'habitants, mais on a vu l'impact sur le champ parce qu'il y avait une offre assez importante. Aujourd'hui, il y a une offre, mais ce n'est pas l'offre de 2015, 2014, 2013, parce qu'après la crise du Covid, on répond aux besoins des Marocains sur le marché local.
D'accord, donc vous J'ajouterais juste effectivement ce que venait de dire Sidi Mohamed, c'est que la réglementation ou la régulation du secteur du processus ou de la chaîne de distribution des produits fruits et légumes et poissons aussi. Donc, je fais allusion au marché de gros. Vous savez que le marché de gros, maintenant, ils sont gérés par des lois qui sont des années 60. Qu'actuellement, donc, on a changé, toutes les méthodes ont été changées, toutes les configurations ont été changées, et on est resté sur, effectivement, le rentier qui a avec le carré, et puis après, il passe par plusieurs intermédiaires. On était en réunion, effectivement, avec une des préfectures de Casablanca concernant l'approvisionnement. C'est vrai que l'approvisionnement ici au Maroc, il est satisfaisant, donc il n'y a pas de souci. Nous n'avons même pas constaté qu'il y a un manque d'un produit. Ça, c'est vrai. Mais à quel prix? Ça, c'est notre sujet. Alors, il y avait le directeur de l'Office de la pêche qui a annoncé, enfin le gouverneur lui a demandé le prix de la sardine au marché de gros. Ben, lui a dit, à l'époque, c'était 7 dirhams 50. C'était il n'y a même pas un mois et demi. 7 dirhams 50. Et chez le consommateur, elle est entre 15 et 20 dirhams. Donc vous voyez la différence entre 7 dirhams 50 et 20 dirhams, c'est passé par les intermédiaires. Est-ce qu'un seul intermédiaire va devoir multiplier sa marge bénéficiaire à 100 à 150%? Ça, je ne crois pas. Mais c'est parce qu'il y a un souci, effectivement, de la traçabilité, de la transparence donc, dans ce circuit-là, qui, normalement, se perd à partir de la première vente. Du marché de gros, la chaîne se brise et on ne peut plus contrôler le système. L'administration. Quelles sont les mesures aujourd'hui mises en place par le gouvernement pour justement contrôler les prix? Elle est où la faille? Je vous donne juste un exemple. On reste toujours dans l'exemple du poisson. Vous savez que le poisson, on le consomme ici au Maroc, puis après on l'exporte, comme les légumes. Alors, saviez-vous que le poisson exporté, il est tracé de bout en bout? D'accord. Il est tracé de bout en bout, c'est-à-dire une fois qu'il sort du chalutier, il est tracé jusqu'au consommateur. Ce n'est pas le cas ici au Maroc. C'est quoi le problème? C'est parce qu'une fois la première vente est passée, après, donc il n'y a plus de traçabilité. Donc on ne peut plus contrôler le prix ou voir l'acheminement de ce produit-là. Et ça cause effectivement énormément de problèmes. Donc on a ce problème-là et on a un autre problème donc, au niveau du consommateur, c'est-à-dire entre le détaillant et le consommateur. La loi de la protection du consommateur exige et oblige le fournisseur à produire ou à donner un ticket de caisse ou une facture ou tout moyen qui prouve l'achat entre les deux parties. Pourquoi je parle de ça? Parce que si j'oblige le détaillant à fournir le ticket de caisse, le détaillant sera obligé de remonter toute la chaîne en demandant effectivement la facturation du produit. Et alors là, on peut détecter effectivement tous les intermédiaires dans ce cas. Les intermédiaires, malheureusement, ce sont eux qui gagnent de l'argent, mais ils ne payent rien du tout au niveau ni au fisc, ni à la charge sociale, ni rien du tout. Donc, on revient à l'informel, encore une fois. C'est un problème d'informel. Donc, cette chaîne-là, si on la contrôle, ben, on peut effectivement au moins savoir que voilà, il y a ceci, il y a cela, et peut-être bien, il faudrait revoir la chaîne de distribution de l'agriculteur ou du producteur jusqu'au consommateur. Comme on vient de dire tout à l'heure, effectivement, l'agriculteur ne gagne rien du tout. Et le consommateur paye beaucoup d'argent. Ce qui est entre les deux sont eux qui gagnent énormément d'argent. C'est les intermédiaires. Et parfois, ils ne dépensent rien du tout. C'est-à-dire que quand il achète un produit, il l'achète avec juste un engagement verbal. Le moment où il va le vendre, donc il encaisse, puis après il paye. Comment, monsieur Pire Jebeli encore, juste voilà, pour compléter, pire encore, parfois l'intermédiaire, il ne fait même pas bouger la marchandise.
Parce qu'il Encore, ouais. achète dans la ferme et lui, il appelle un grand intermédiaire. Il lui dit, voilà, il y a une marchandise à 1,50 dirham, 2 dirhams le kilo, est-ce que tu es intéressé par ça? Et le deuxième intermédiaire qui est un petit peu plus costaud, il lui dit, je suis intéressé, allez, vas-y. Donc imaginez quelqu'un qui ne fait même pas bouger la marchandise et il gagne parfois 1 dirham 50 sur le kilo. Et comment intégrer justement cet informel aujourd'hui dans le circuit normal, dans cette chaîne de distribution dont vous parlez? Quelles mesures peuvent être mises en place de manière urgente? Est-ce que c'est la volonté politique? Je pense qu'elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui en tout cas? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour faire face à la situation? Aujourd'hui, on n'a pas cessé de parler de ça pendant des années. Et il y a même le Conseil économique social qui a aussi parlé de ça. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie notre chaîne d'approvisionnement et de distribution. Aujourd'hui, premièrement, au niveau des paysans, il faut rassembler ces paysans-là sous forme de coopératives. Pourquoi? Pour que le petit intermédiaire ou bien le moyen intermédiaire n'aura pas les capacités pour acheter auprès de ces gens-là. Par exemple, je donne un petit exemple. Il y a quelqu'un qui a 200 kilos, 300 kilos, 400 kilos de tomates. Donc il y a le petit intermédiaire, il vient vers le paysan pour lui demander d'acheter ces 400 kilos. Mais si on rassemble les paysans à avoir 2 temps, 3 temps, le petit intermédiaire et le moyen intermédiaire, il n'aura pas sa place dans la chaîne d'approvisionnement. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces intermédiaires après? Ils vont disparaître. Ils vont disparaître de manière automatique. Donc il va rester que le grand intermédiaire. Et ce n'est pas méchant, parce qu'il faut avoir des intermédiaires dans la chaîne. Il n'y aura que le grand intermédiaire. Donc, on ne va pas avoir une différence d'1 dirham 50 à 9 dirhams. On va avoir 1 dirham 50 de 2 dirhams à 3 dirhams, 4 dirhams, 5 dirhams, au grand maximum. Donc, il n'y aura que les grands intermédiaires. Et le deuxième élément, c'est les charges qu'on paye au niveau des marchés de gros. Premièrement, il faut arrêter avec cette question de la rente à travers les carreaux qui existent dans les marchés de gros. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, il ne faut pas obliger toute marchandise de passer obligatoirement par les marchés de gros. Parce que moi, je me rappelle très bien, pendant la crise du Covid, lorsqu'il y avait le confinement, on a laissé les barrières ouvertes pour que les gens ne passent pas automatiquement par les marchés de gros. Et on a vu pendant le Covid que les prix ont été baissés. Donc, il y a 2 éléments au moins, 2 éléments essentiels à travers lesquels on peut régler cette problématique. Ça prendrait combien de temps si on devait établir Premièrement, ça? il faut avoir de l'audace. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, on n'a pas une volonté parce que voilà, il y aura une certaine résistance au niveau. Parce que les rentiers qui existent dans le marché de gros, ils ne vont pas faire un tapis rouge pour les gens. Il y aura une certaine résistance, il y aura un coup politique pour le gouvernement. Il faut assumer ce coup politique-là. Donc il faut avoir de l'audace et aussi une volonté. Et moi je pense que. Mais il y aura des retombées également positives. Mais bien sûr, il y aura des retombées négatives et positives. Mais moi, je ne pense pas à mes mandats que le gouvernement qui va essayer d'avoir un deuxième mandat qui va chercher de la résistance au niveau de quelques personnes. Donc si on n'arrive pas à avoir une volonté et de l'audace, on ne va pas régler ce problème parce qu'à chaque fois lorsqu'on parle, lorsqu'il y a des augmentations des prix, on parle qu'on a un problème dans les chaînes d'approvisionnement et le gouvernement, qu'est-ce qui sort? Il sort toujours la réplique qu'on a fait des contrôles. Mais pour les contrôles, on peut en parler et on va en parler en détail et on voit qu'il n'y a pas un impact assez important. Et justement, que pouvez-vous nous dire sur les contrôles, Monsieur Medeh? Alors, le contrôle, c'est quand le caméra a le petit signal rouge qui est allumé, qu'on commence à le faire. Bah, regardez, le souci que nous avons ici au Maroc, ce n'est pas un souci de réglementation. Alhamdoulilah, nous avons des lois extraordinaires dans le cadre économique. Donc, je parle de la loi de la protection du consommateur, comme je parle aussi de la loi de la concurrence. Ce sont des lois qui sont très avancées. Le problème, c'est que l'application de ces lois sur le terrain n'existe pas. Tout à fait. C'est ça le problème du Maroc. Le problème du Maroc, ce n'est pas un problème de loi ou de réglementation. Notre problème, c'est l'application de cette réglementation sur le terrain. Alors, maintenant, quand on parle du contrôle, il ne suffit pas de contrôler ce qui est contrôlable. Parce que si on va constater, on va voir que les contrôles vont où?
pendant toute l'année. Maintenant, on va parler du contrôle parce que on ne voit les contrôles. Et si on fait un petit sondage au niveau des Marocains, bon, ils vont dire que le contrôle, on ne les voit que pendant le mois de Ramadan, et plus particulièrement sur les chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, il y a des contrôles, en tout cas pour ce mois. Là, sacré de aujourd'hui, il y Ramadan. a du contrôle, mais le problème, c'est que la consommation n'est pas uniquement au mois de Ramadan. La consommation, c'est pendant toute l'année. Alors que le contrôle doit être toute l'année. Le consommateur doit se sentir en sécurité sur ce plan-là. Malheureusement, ça, on ne le sent pas. Le consommateur, le premier consommateur, quand tu vas lui dire « Est-ce que tu constates qu'il y a un contrôle ?» Il va vous dire « Non, je ne vois jamais le contrôle. » Nous, en tant qu'organisation de protection du consommateur, nous sommes un tout petit peu, si on veut dire, connaisseurs de la matière. Mais vous savez qu'il y a 14 départements ministériels qui sont concernés par les contrôles. Le consommateur, quand il va avoir un problème, chez qui il va s'adresser? Est-ce qu'il va s'adresser au commerce et l'industrie? Est-ce qu'il va s'adresser au service des mines? Est-ce qu'il va s'adresser au ministère de l'Agriculture? Chez qui il va donner la tête? Il ne le sait pas. À la Fédération nationale des associations. C'est un moyen, mais effectivement. Et parfois, nous-mêmes, on a un problème de déterminer quelle est l'identité de l'administration concernée pour le contrôle d'un produit. Alors, le contrôle ne peut pas être un contrôle véritable que si on ne met pas effectivement tous les moyens pour pouvoir le faire. Ceci, faire participer toutes les parties prenantes. Donc, il y a une année, je ne sais pas, c'était 3 ans ou 4 ans avant, le ministère de l'Intérieur avait mis en place un numéro de téléphone pour les réclamations. Cette année-ci, ça a été très, très, très bien marché parce que le consommateur a trouvé avec qui parler. Quand c'est 16h30, l'administration termine et ferme ses portes. Chez qui le consommateur va-t-il s'adresser pour faire une réclamation? Personne. Personne. Donc, il y avait ce numéro de téléphone et il y avait des appels et il y avait des interventions. Maintenant, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais est-ce que ça a changé les choses sur le terrain? Non, ça n'a pas changé. On est toujours dans le même problème. On est toujours dans cette insuffisance de contrôle. On est toujours sur une frustration. Le consommateur est toujours frustré parce qu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il est obligé de réclamer. Et vous savez que s'il constate et il fait une constatation auprès du fournisseur, auprès du d'épicier qui a vendu un produit périmé ou un produit non conforme ou quelque chose, qu'est-ce qu'il va lui dire, l'épicier? Ben, faites ce que vous voulez. Et ça a été répété à plusieurs fois. Alors que le consommateur, maintenant, quand vous lui dites « Ah, il y a le contrôle », il va vous dire « Non, de quel contrôle vous parlez ?» Moi-même, quand je fais des réclamations, donc je ne reçois aucune contrepartie, je ne sais pas ce qui s'est fait. Le commerçant, il est toujours à sa place, il pratique toujours les mêmes pratiques. Alors, c'est ça notre souci, c'est que nous n'avons pas effectivement une confiance envers l'administration qui doit faire son devoir de contrôle. Et puis après, donc, si on reste toujours dans une multiplicité de contrôleurs, malheureusement, donc, on restera toujours dans le même problème. Autant que fédération, on avait demandé à ce que tous les contrôleurs soient réunis et soient mis dans une seule organisation pour pouvoir effectivement maîtriser, coordonner. Et sur le point logistique et humain, on pourra capitaliser. C'est le cas de la France. Ils ont une direction, la DGSRF, c'est une direction qui s'occupe de tout. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de contrôleurs, chacun de 2 ou 3 contrôleurs dans chaque département, et là, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Le ministère de l'Intérieur dispose de 600 contrôleurs à travers le Maroc. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Par rapport aux commissions de contrôle, si on prend les chiffres officiels du gouvernement, l'année dernière, en 2023, il a dit qu'il a fait plus que 300 000 points de contrôle. Donc, le 300 000, c'est un chiffre qui est énorme. Mais lorsqu'on le divise sur les jours de l'année et sur seulement des villes, on voit qu'il y a 3 ou 4 contrôles par ville. Est-ce qu'une ville comme Casablanca ou comme Rabat, 3 ou 4 contrôles par jour suffisent? Bien sûr, moi je pense que la réponse est assez claire. Le deuxième élément qui est aussi essentiel, et ça aussi pour lutter contre la corruption, et surtout la petite corruption, moi je pense aujourd'hui il faut qu'on change la donne. C'est-à-dire que ces inspecteurs de contrôle, au lieu de les nommer comme des fonctionnaires de l'État qui vont toucher leur salaire, quelle que soit la situation, de sortir ou ne pas sortir, moi je pense qu'il faut changer la donne. C'est-à-dire à travers... Mais là, on est dans le contrôle des produits plutôt que le contrôle des prix. On est sorti un petit peu Là, le contrôle des prix. C'est-à-dire pour l'affichage des tarifs. Aujourd'hui, qu'il y a une hygiène sur le... Aujourd'hui, c'est partout. Pas forcément. Si on fait un petit tour ici à l'extérieur, je vais vous faire dégager 90 à 80. Là, si vous allez dans les grandes surfaces, c'est sûr. Ça, oui. Vous allez le trouver. Mais dans le marché, vous n'allez rien trouver. Et qui n'est pas actualisé. La fiche, elle est là, mais depuis 3 semaines, 4 semaines, un mois, 2 mois. Peut-être bien un an, même qui n'est pas actualisé. Moi, je pense qu'il faut changer la donne. C'est-à-dire qu'on va recruter des gens, qu'on va leur mettre à leur disposition des moyens humains, des moyens logistiques, et qu'on va leur donner, on va leur dire, si vous sortez et vous contrôlez quelqu'un et vous trouvez une infraction, vous avez 4%, 5% de l'infraction. Et le mec et le contrôleur, au lieu d'aller chercher une plus corruption au niveau de Moulhanout, de 50 dirhams ou 100 dirhams, il ne va pas revenir pendant 3 semaines, 4 semaines, et c'est lui qui va chercher l'infraction, parce qu'il est bénéficiaire. Lorsqu'il va revenir en fin de journée avec... Le bâton et la carotte. Voilà, lorsqu'il va revenir en fin de journée avec des infractions, il va dire qu'aujourd'hui, moi j'ai gagné ma journée, j'ai 200 dirhams, 300 dirhams de plus. Commission. Et le contraire, dans le cas contraire, le petit Moulhanout, il va faire l'effort. Parce qu'il va dire que demain, après-demain, le monsieur va revenir vers moi. Donc il va faire l'effort. Et moi je me rappelle très bien. L'année dernière, en janvier, février l'année dernière, lorsqu'il y avait un vrai contrôle sur le terrain, moi je parle dans mon quartier, moi j'ai vu dans les épiciers qu'ils ont fait de la peinture. Il n'y a pas des produits à droite et à gauche, et il y avait l'affichage des tarifs. Lorsqu'il y a un vrai contrôle, on voit l'impact. Mais aujourd'hui, 600 contrôleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec 600 contrôleurs sur tout le territoire du Marocain avec presque 100 provinces. Donc il faut mobiliser plus de ressources aujourd'hui, selon vous, et une volonté politique plus forte. Tout à fait, bien sûr. Moi, je pense que... dans le contrôle des prix et de la qualité des produits pour la protection Bien sûr, du il faut avoir les moyens nécessaires, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens logistiques pour ces contrôleurs, pour qu'ils fassent leur travail sur le terrain. Parce que tu ne peux pas demander à un inspecteur qui va sortir pendant la chaleur, pendant la pluie, avec une mobilette... Voilà, il va faire un trajet de 10-15 km, il va travailler de 8 h du matin jusqu'à 7 h du soir avec son salaire initial comme son collègue qui ne sort pas dans son bureau et qui reste. On ne peut pas demander à quelqu'un... Le principe des commissions et des primes qui pourraient motiver, qui pourraient créer un nouvel écosystème en tout cas de contrôle et ça va impacter un petit peu tout l'ensemble. C'est un exemple qui est fait au ministère des Finances. Tout à fait. Ils ont une commission sur les recettes qu'ils font. Comme les banques. Les banques, il y a un salaire, il cherche la clientèle lorsqu'il va toucher des opportunités commerciales au niveau des gens, lorsqu'il va octroyer des crédits au niveau des gens, et il a une prime de réalisation du chiffre d'affaires. Tout à fait. Mais pour revenir au prix, donc pendant ce mois de Ramadan, tout à l'heure, M. Madih, vous disiez que la semaine avant, et puis la première semaine de Ramadan, c'est celle en tout cas où les prix commencent à flamber, puis on assiste à une certaine stagnation. Donc quelles sont les perspectives pour les semaines à venir, d'ici la fin du mois en tout cas, comment ça va se passer selon vous? Nous sommes toujours dans un monde incertain. Pourquoi? Parce qu'on vit toujours avec cette vague inflationniste et aussi avec la pluie qu'on a et qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, par exemple, cette année-là, des fois on dit qu'on aura une saison agricole moyenne à la hauteur de 50 millions de quintaux, mais aussi parfois on dit qu'on va être dans la sécheresse comme l'année dernière. Donc toujours, nous sommes
dans le flou. Dès qu'on n'a pas réglé la question de l'eau, on va toujours rester dans une situation un petit peu cruciale pour l'économie marocaine. Aujourd'hui, moi je pense, même pourquoi je parle d'un monde incertain, aujourd'hui même, il y a des négociations entre des commerçants marocains avec la Mauritanie et on ne sait pas, dans 3 mois, 4 mois, est-ce qu'ils vont lever les barrières douanières. Lorsqu'ils vont lever les barrières douanières, moi je pense qu'il y aura autre problème. Aussi, pourquoi on a parlé au début de la baisse de certains produits? Parce que aussi c'est lié à la sécheresse. Parce que cette chaleur qu'on a vécue pendant novembre, décembre, c'était exceptionnel. Et cette période-là, on n'avait pas une offre assez conséquente les années dernières. Cette année, c'était exceptionnel. C'est pour cela qu'il y avait une baisse des prix. Donc, de manière générale, nous vivons toujours dans un monde incertain et on ne peut pas dire que au Maroc, on va être capable de vendre à des prix adéquats. Et aussi, il y a un grand problème qui va se poser les mois à venir, qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est la question de la caisse de la compensation. Parce qu'à partir du 1er avril, on va augmenter le butin à 10 dirhams de plus. Et moi, j'en suis sûr que le monsieur qui vend le sandwich dans le coin, il ne va pas augmenter les prix avec 1 dirham de dirham, il va augmenter le sandwich à 5 dirhams, ou même voire à 10 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il va dire que moi, le coût de revient, il est augmenté. Vu qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de traçabilité au niveau Et ceux qui nous écoutent vont peut-être en tout cas utiliser les informations précieuses. Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on est à peine à même pas 15 jours de l'application de la mesure et on ne voit pas qu'il y a une communication assez claire. Moi, je pense que c'est très simple. Il n'y a que les mqaddem et les chirs qui vont passer au niveau des épiciers, les gens les snacks et les restaurants, et vont leur dire voilà que c'est pas normal. De la butane, parlons de la hausse qu'il y a eu en début de mois des prix du pétrole donc, et du gasoil. Comment elles ont impacté, M. Madih, justement, le pouvoir d'achat des consommateurs? Ensuite, je reviendrai vers vous, M. Jedri, pour un point de vue économiste. Alors, vous savez que le carburant est un produit très important, très essentiel dans... c'est vital. C'est vital. Effectivement, vital pour tous les secteurs. Et qui fluctue également. Oui, oui. Ben oui, il est fluctuel et il est vital. Donc, si le carburant augmente, il va devoir impacter tous les secteurs. Le secteur du transport, les secteurs d'énergie, les secteurs de production, parce que le carburant est un produit primaire par rapport à d'autres unités ou par rapport à d'autres productions. Par rapport aux consommateurs, effectivement, il l'impacte. Il l'impacte, pourquoi? Parce que maintenant, généralement, une très grande majorité des citoyens utilisent leur véhicule, que ce soit une motocyclette, que ce soit une voiture. Et puis sur les prix finaux aussi des produits qui sont vendus et qui sont transportés. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Donc ça, c'est un impact du carburant. Donc dans le transport, et comme on vient de dire, s'il y a une augmentation de 1 dirham, par exemple au gasoil, le kilo de tomates augmentera de 1 dirham. Alors qu'il n'y a pas d'adéquation entre le 1 dirham de tomates avec l'augmentation du carburant de 1 dirham le litre. Les gens en profitent. Les gens en profitent et c'est ça le malheur. C'est qu'il y a certains professionnels qui gagnent de l'argent sur le dos des autres. On ne sent plus qu'il y a vraiment un métier qui est normalement honorable et un métier qui va gagner de l'argent. Ce n'est pas haram. Gagner de l'argent, c'est normal. Un commerçant, il est là pour gagner de l'argent. Mais pour profiter de la situation, ça c'est quand même... En fait, il faut éviter les abus, il faut gagner proportionnellement. Mais malheureusement, c'est que généralement, beaucoup utilisent ceci pour leur bénéfice. Et ça, bon, le problème c'est qu'on va revenir sur une autre chose, c'est sur la loi de la concurrence. Est-ce que les prix sont réglementés, ne sont pas réglementés? Est-ce qu'on doit vendre avec des prix réglementés ou pas? C'est tout un autre débat. Peut-être bien que vous pouvez consacrer une autre émission à ce débat-là. Mais généralement, il faudrait... Je crois que le professionnel maintenant, il est plus attiré par le gain rapide que par la confiance de sa clientèle elle-même.
Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Une perte de confiance donc pour le consommateur. Et au niveau des pouvoirs d'achat, Monsieur Jedri, quand on parle de ces hausses de prix du pétrole et du gaz, il y a aussi des subventions de l'État qui accompagnent justement pour les transporteurs. Est-ce que c'est des mesures qui sont insuffisantes? Pourquoi on ne voit pas les résultats sur le terrain, en tout cas en termes de prix? Pourquoi est-ce que, au final, le pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas protégé malgré l'effort déployé par l'État, justement? Heureusement qu'il y avait les subventions de transporteurs. Parce que si on n'avait pas les subventions de transporteurs, on ne va pas parler d'un taux d'inflation à un chiffre, mais on va parler d'inflation à 2 chiffres. On ne va pas parler de 6% ou 7%, mais on va parler de 14%, 15%. Donc heureusement qu'il y avait ces subventions pour les transporteurs. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, parce que voilà, la subvention, il couvre une partie du coût de revient pour les transporteurs. Mais c'est un point qui est positif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on table sur pour régler le problème une fois pour toutes. On ne peut pas régler le problème si on n'arrive pas à développer toutes nos énergies renouvelables. Moi, je pense que d'ici la fin de la décennie, on va cohabiter avec cette inflation-là et avec ces problèmes liés à l'eau et à l'énergie. Mais d'ici 2030, on va être capable d'avoir nos ressources propres pour produire les produits et aussi même pour transporter, on n'aura pas de problème. Mais d'ici là, on va être dans l'adaptation, on va être dans la flexibilité pour vivre et cohabiter avec ces problèmes-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour le consommateur, il y a aussi un élément qui est aussi essentiel, c'est que, heureusement, encore une fois, qu'il y avait ces aides directes pour les familles diminuées à la hauteur, avec un minimum de 500 dirhams qui peut y aller à 1955 dirhams d'ici 2026. Donc, certaines familles, c'est à travers ces subventions-là qu'ils vont couvrir leurs produits de première nécessité. Et ça aussi, moi, je pense, ça a impacté aussi pendant la première et la deuxième semaine du mois de Ramadan parce que c'est un revenu supplémentaire. Donc les gens, ils vont consommer encore plus. C'est pour cela qu'aussi il y avait une inflation pendant ces deux premières semaines du mois de Ramadan. Et bien justement, quand vous parlez de consommer plus, Monsieur Madih, est-ce qu'on ne consomme pas trop, plus que ce dont on a besoin aujourd'hui? Et le fait d'éviter le gaspillage, en tout cas cet effet de consumérisme... Je reviens juste à une petite précision au niveau de la subvention du carburant. Vous savez que la subvention du carburant est destinée à une certaine catégorie qui est connue, réglementée. Mais est-ce que le secteur du transport, tout le secteur du transport est réglementé? Oui. Et nous avons un monde dans le domaine du transport qui est dans l'incontrôle absolu, c'est-à-dire qu'ils sont dans le domaine parallèle et ce sont ces gens-là qui, effectivement, transportent les fruits, les légumes, le poisson de Agadir jusqu'à Tanger. Les voyageurs oui. Les voyageurs aussi. Les voyageurs quand même, les autocars, ils ont tous leur société. Moi, je parle de Rtafa. Ah oui, voilà. Oui, effectivement. Puis après, donc, vous avez aussi tous les triporteurs qui sont dans les villes, qui font les petites voitures aussi de transport. Tout ceci sort du circuit de la subvention. Et tout ceci achète le carburant au prix coûtant. Donc, ils ont déjà augmenté leur prix. Et ça se répercute sur le produit. Alors, le produit, oui. Il nous reste moins de 2 minutes, juste tout de suite. pour le donc, timing. je dirais pour le mois de Ramadan. Mais effectivement, ça, tout au début de l'émission, j'ai parlé de la responsabilité du consommateur et j'ai parlé aussi de l'augmentation des prix pendant la dernière semaine de Sha'ban et la première semaine de Ramadan. C'est pourquoi? C'est parce que les habitudes du consommateur changent. Et pour le mois de Ramadan, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons une habitude de sortir pendant la dernière tranche de la journée, c'est-à-dire alors c'est là où le consommateur gaspille plus d'argent. Il achète beaucoup. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dont je ne suis pas d'accord avec Sidi Mohamed, c'est qu'on ne consomme pas beaucoup, mais on achète beaucoup. Oui.
Le On achète gaspillage beaucoup. est un problème très important. On achète Mais en beaucoup, fin de compte, on c'est consomme consommation. pas beaucoup et on gaspille. On gaspille. Est-ce que vous savez que nous gaspillons maintenant entre 50 ou entre 60 dirhams à 500 dirhams par mois des produits que nous achetons. 45% des produits que nous achetons seront destinés à la poubelle. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand j'achète de la tomate à 9 dirhams et je jette la moitié, c'est-à-dire que je l'ai acheté à 18 dirhams. Donc, j'augmente le prix, je contribue à l'augmentation donc, du prix, je gaspille. Et autre chose, c'est que la chaîne de production tout entière, du début à la fin, je contribue à sa destruction. Tout à fait. En moins de 30 secondes, Monsieur Jedri, un dernier mot, peut-être pour rebondir sur les propos de Monsieur Moi, je pense Nadir. qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais pour avoir une vraie réforme de notre chaîne d'approvisionnement et de distribution. Il faut Un appel, avoir en tout cas, de la qu'on retiendra. volonté, de l'audace et des moyens financiers, parce qu'on a entendu le porte-parole qui parle des mesures, mais on aimerait bien qu'il va dire un jour qu'on a mobilisé 300 millions de dirhams, 400 millions de dirhams pour ces contrôleurs-là, pour qu'ils font leur travail sur le terrain. S'il n'y a pas les moyens nécessaires, moi je parle des moyens humains, des moyens logistiques et des moyens financiers, on va toujours tourner en rond. Et le mois de Ramadan de l'année prochaine, on va dire aussi qu'il y a une vague inflationniste qui impacte le pouvoir d'achat des Marocains de manière assez conséquente. Merci. Des mesures donc mises en place aujourd'hui par le gouvernement, mais aller encore plus loin. Tout à fait. Une volonté politique encore plus forte et être plus audacieux pour retenir un petit peu vos propos pour créer un réel changement pour les années à venir. Merci à vous. Messieurs, on arrive au terme de ce question d'actu. Merci à vous, Monsieur Wadi Madi. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. C'était un plaisir de vous avoir. Plaisir. Et merci à vous également, Monsieur Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Merci pour votre expertise aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. C'est la fin de Questions d'actu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.